Lequel a le plus gros manche? Le levier bancaire ou le levier fiscal? C'est le sujet de cette nouvelle vidéo de notre chaîne AH Fiscalité et Finances, dans laquelle on va parler comparatif entre levier bancaire et levier fiscal. Mais avant de commencer, pense à t'abonner à notre chaîne, à activer les notifications, tu auras énormément de valeur. Tu peux nous rejoindre également sur Telegram, où nous sommes plus de 3000 membres dessus pour du contenu exclusif, ou nous rejoindre sur Discord pour échanger avec la communauté, poser tes questions et également avoir de la valeur. Tu trouveras également du contenu entièrement offert. Tous les liens se trouvent dans la description sous la vidéo. Donc, en guise d'introduction, comme dans une entreprise, nous pouvons soit agir sur les profits, soit agir sur les charges en matière d'investissement. Il y a deux moyens d'augmenter ses revenus. Et cela est relativement simple. Soit on augmente ses revenus et ce de manière massive, soit on va réduire la charge, notamment fiscale, qui va imposer ce revenu. En matière de restructuring de société et comme en matière de fiscalité, on a tendance à vouloir taper directement dans les coûts qui sont limités au lieu de se focaliser sur l'augmentation des produits. Pourquoi ? Parce que c'est tout simplement plus rapide et plus simple à l'heure du diktat de l'immédiateté. Donc, on va essayer de se projeter pour faire une comparaison et se concentrer sur l'enrichissement et donc la création d'un capital. Je t'invite à regarder le vlog qu'on a publié ce week-end, qui est La richesse, Karl Marx avait raison, qui est la seule façon de devenir riche et qui est donné par le père du communisme. Également, en guise d'information importante, nous allons animer une masterclass pour se créer un patrimoine qui s'exprime en millions, et il y a un S à millions et c'est volontaire. Ça sera fait en live et en direct sur les stratégies à adopter pour arriver à ces objectifs. Il n'y aura pas de replay, beaucoup de valeur. Pour t'y inscrire, le lien se trouve dans la description de cette vidéo et dans le commentaire mis en avant, c'est entièrement offert. Rentrons maintenant dans le vif du sujet en faisant une comparaison entre la différence qu'il y a entre le cash flow et le capital. La différence entre le cash flow et le capital, cette distinction, elle peut paraître anodine, mais ce sont deux choses différentes et le capital ne s'obtient pas en additionnant des cash flows, tout simplement, mais en se servant de ces cash flows pour se constituer un capital. En réalité, on doit se servir de son cash flow pour le multiplier à travers des techniques et une fois qu'on l'a multiplié, on va avoir un capital. Et pour multiplier un cash flow, il n'y a pas 36 000 possibilités. On va notamment utiliser le levier bancaire qui va permettre de multiplier ce dernier, alors que le levier fiscal va légèrement l'augmenter du montant des impôts que tu le payes. Prenons un exemple simple pour te permettre de comprendre et ce, le plus facilement possible. Pour cela, on va faire une simulation. Et dans cette simulation, pour qu'elle soit la plus transparente possible et pour qu'elle soit la plus juste possible, je vais prendre mon cas personnel. C'est le plus simple car j'ai déjà fait tous les calculs prenant en compte ce que j'appelle l'effort fiscal, puisque, comme certains le savent, courant d'année prochaine, je rentre en France et j'ai des objectifs d'investissement. Et c'est pour cette raison que je rentre en France. Et donc, j'ai fait un calcul par rapport aux chiffres que je réalise, par rapport aux chiffres que je dois mettre en place pour la stratégie, de combien ça va me coûter, quasiment à la dizaine d'euros près. Dans ce calcul, j'ai pris le coût fiscal. Le coût fiscal, ça va comprendre l'ensemble des taxes personnelles et professionnelles, ainsi que les sides. Alors, qu'est-ce que j'inclus dans les sides? C'est que je n'ai pas envie de m'emmerder avec les déclarations fiscales, je n'ai pas envie de m'emmerder avec la paperasse, donc j'ai également inclus un forfait avec un avocat fiscaliste qui s'occupera de tout, et comme ça, je suis tranquille. Les taxes personnelles, je vais choisir le statut d'employé. Donc, qui dit statut d'employé dit le pire endroit fiscal, et c'est la France, avec des charges sociales qui font relativement mal. Et j'arrive à un montant d'environ 100 000 euros. Alors, ça ne fait pas très marketing, c'est légèrement en dessous, à quelques milliers d'euros en dessous, mais on va l'arrondir à 100 000 euros, donc l'augmenter légèrement. Et peut-être que je n'aurais pas pensé à 2-3 trucs à la con, mais j'ai essayé dans ce calcul de vraiment tout inclure. Il faut comprendre que pour moi, c'est un effort. Donc, tu te doutes bien que je ne vais pas m'amuser à faire de l'approximation, puisque cela va me coûter de l'argent. La durée projetée sera de 36 mois, 3 ans. Elle peut
s'allonger, mais c'est la durée que j'ai projetée. L'objectif immobilier en lien avec la rémunération et donc indirectement avec les taxes et la stratégie, on va partir entre 2,5 et 5 millions d'euros. Et à l'aide de la communauté patrimoine exponentielle qui va être énorme, c'est pour ça que j'ai fait ce programme et que je veux mettre la valeur sur la communauté, on va prendre une moyenne entre les deux, 3,5 millions d'euros. Alors ça peut vous paraître colossal. Pour les gens qui ne sont pas formés, qui n'ont pas les stratégies, c'est normal. Pour les gens qui font de la colocation, de la LCD et qui se retrouvent bloqués, c'est normal. Pour les gens qui sont assommés par les taux d'intérêt, c'est normal. Mais retenez bien une chose, je ne cherche pas à vivre de l'immobilier. Donc, je ne cherche pas à me créer une source de revenus. Très important de le préciser. Ce qui n'est pas pris en compte, et je vais l'évoquer d'une manière la plus transparente possible, je ne prends pas en compte dans ce calcul les opportunités, c'est-à-dire les rencontres que je pourrais faire, les opportunités, une croissance du chiffre d'affaires indirect à travers des partenariats, de la création de nouveaux piliers. Je me suis fixé un objectif et j'ai calculé tous les coûts par rapport à cet objectif, sans dire « Ah ouais, mais vu que je vais rentrer, peut-être que je vais rencontrer du monde, donc je vais pouvoir faire plus 30, plus 40, plus 50% de chiffre d'affaires. » Je n'ai pas pris en compte également la création de nouveaux piliers. Ça, c'est de l'incertitude. Et moi, ce que je veux, c'est de la certitude. Je ne vais pas non plus prendre en compte une croissance du salaire pour lever plus et plus rapidement ou des techniques bonus. Le salaire est calculé sur des prévisions moyennes. Je pourrais l'augmenter, mais à ce moment-là, cela augmenterait automatiquement l'imposition. Mais en augmentant l'imposition, j'augmenterai aussi les objectifs. Donc, on essaie de rester le plus neutre possible et c'est important de le préciser pour que vous en ayez conscience, et que ça ne soit pas fantasmatique comme certains. Également, pour ceux qui ont des doutes, je t'invite, si ce n'est pas déjà fait, à consulter un contenu que tu dois voir absolument après cette vidéo. C'est notre podcast, c'est l'interview de Madeleine, salariée, 56 ans, un patrimoine immobilier d'une valeur de près de 10 millions d'euros bâti en 4 ans. Dans ce podcast sur 10 millions, le lien est dans la bio et en haut à droite. Tu vas découvrir l'interview de Madeleine, une investisseuse immobilière incroyable et excessivement inspirante. Et je la remercie encore 1000 fois parce que je lui ai posé plein de questions de débutants et elle m'a rassuré, qui te partage son expérience et comment à 4 ans, elle a bâti un patrimoine de ce montant-là. Non pas sans sueur froide, pas sans nuit blanche, donc tu n'entendras pas le mot facile dans ce podcast, mais à la force d'une stratégie, à la force de persévérance. Je tiens à préciser que Madeleine, elle n'a rien à vendre, qu'elle n'est pas présente sur les réseaux sociaux pour vendre un accompagnement et donc n'a aucune utilité à faire du storytelling ou à inventer un quelconque bullshit-telling. Pensez tout le temps l'intérêt de la personne. Écoute-le en entier après cette vidéo, même plusieurs fois, car ce genre de valeur non marketée où il n'y a rien à vendre est rarement présente sur Internet. Généralement, c'est pour annoncer une conférence en ligne totalement gratuite. Donc, n'hésite pas et fais-le vraiment. Donc, rentrons dans le vif du sujet avec une simulation. Donc, dans la simulation, étant actuellement expatrié, je pars sur une vision de 5 ans. Dans la situation à l'étranger, si je reste à l'étranger et que je ne rentre pas en France, les 100 000 euros que je vais dépenser en France, je vais les économiser. Donc, je vais les capitaliser dessus. Ce qui fait qu'en année 1, j'aurai 100 000 euros de plus que si je suis en France. En année 2, j'aurai 200 000 euros. En année 3, j'aurai 300 000 euros. Si maintenant, je me concentre avec des petits éléments pour la simulation, si je pars en année 1 sur un achat de 800 000 euros, ça va être un amortissement de capital d'environ 35 000 euros. Je ne prends pas en compte les cash flows. Si en année 2, je prends un achat de 1,2 million d'euros, attention, des achats de 1,2 million d'euros, on va partir sur un amortissement du capital de 50 000 euros. Et en année 3, un achat de 1,5 million d'euros, plusieurs achats de 1,5 million d'euros. L'amortissement du capital, on le met à 60 000 euros, ce qui me paraît cohérent. Je n'ai pas fait les calculs, c'est pour faire simple. Donc, en année 1, certes, avec une situation de retour, par rapport à l'étranger, je vais avoir 100 000 euros de moins. Mais par contre, d'un autre côté, je vais créer 35 000 euros d'actifs, puisque ça va être le remboursement du financement. Donc, la différence de mon patrimoine se situera, je serai plus riche de 65 000 euros en restant expatrié. En année 2, pareil, je rééconomise 200 000 euros.
Donc, je gagne 100 000 euros de plus. Si je prends en compte la création d'actifs en année 2 d'un nouvel achat, ça monte l'amortissement de financement à 85 000 euros. Le retour en France m'appauvrit de 115 000 euros. En année 3, en restant à l'étranger, j'aurais économisé 300 000 euros, donc j'aurais 300 000 euros de plus. Concernant la prise en compte de la création d'actifs, je serai à 265 000 euros de création d'actifs. Donc, je serai plus pauvre avec mon retour de 35 000 euros. J'ai mis SS. Je n'ai pas fait gaffe que ça pouvait prêter à confusion. Ce qui veut dire stratégique. Soit, une fois que c'est bâti, je peux m'expatrier. Donc, je n'ai plus besoin de faire cet effort fiscal puisque les sommes sont levées et que j'ai mis une stratégie en place. Donc, effectivement, j'aurai 400 000 euros à l'étranger, mais j'aurai également 100 000 euros puisque je n'aurai plus à dépenser cette somme. Par contre, la prise en compte de la création d'actifs, je serai à 410 000 euros. Là, ma situation est de 110 000 euros supérieure. Alors, ça peut paraître curieux, mais même si je réduisais, je n'avais plus besoin du salaire et je pourrais favoriser les dividendes, par exemple, je réduirais grandement la charge fiscale. On pourrait dire, allez, il faudrait faire le calcul. Je ne l'ai pas fait pour être sincère. Par contre, en année 5, en étant à l'étranger, j'aurais 500 000 euros, 5 années où j'aurais économisé 100 000 euros. Vu que j'aurais pu repartir sur une expatriation, mais j'aurais 200 000 euros de trésor que je n'aurais plus besoin de mettre. Par contre, en création de patrimoine, je serais à 615 000 euros et donc j'aurais 315 000 euros plus riche avec ce retour en France. Ce que je veux dire là, c'est qu'en tant qu'entrepreneur, vous pouvez piloter votre situation. Pour emprunter massivement, je vais prendre le choix qui est le choix le plus taxé, le pire, qui est le salaire. Le salaire, ça dit impôt sur le revenu, ça dit charge sociale, mais ça dit également capacité d'emprunt et donc de création d'actifs. Une fois que les financements sont faits ou qu'il y a un switch stratégique pour SS, le switch stratégique peut être de passer en financement sur la holding parce qu'on aura du track record et donc il n'y aura plus besoin de faire cet effort massif fiscal. Cet effort massif fiscal, il doit être fait pour lever des financements sur le lancement. Ensuite, vous pouvez passer en investissement société, vous pouvez utiliser des dividendes, donc votre charge fiscale va sacrément réduire. Ou vous pouvez également vous réexpatrier si vous le souhaitez. Donc, il y a un switch stratégique. Il faut comprendre que la charge fiscale, elle porte sur la création du patrimoine et pas sur toute la durée. Et on voit qu'une fois que c'est fait, et même si je restais à me verser un salaire, mais il faudrait rajouter de la création d'actifs, on voit clairement que je serais passé devant, que l'économie d'impôt aurait été dépassée par la création d'actifs. Donc, les actifs auraient été plus importants que l'économie sur le cash flow. Très important à préciser. Ce qui est important également, et que j'ai envie d'évoquer, et c'est également quelque chose à laquelle j'ai pensé, c'est la notion de différence de temporalité. C'est qu'on se projette sur des horizons différents, et je vais t'expliquer pourquoi. Ça, comme je l'ai dit au début de la vidéo, c'est le diktat de l'immédiateté qui nous empêche de faire une division qui est pourtant relativement simple à faire si on arrive à prendre un peu de recul et se projeter un peu plus loin que le mensuel. Mais bon, sur Internet, on parle en mensuel. Oh, j'ai fait 100 000 de chiffre d'affaires mensuel. Non, là, on parle sur un long terme, on parle sur 4 quinquennats à la limite. L'investissement, il est sur une durée de 20 ans. D'accord ? Les financements sont généralement sur une durée de 20 ans. Pour lancer la machine, j'ai besoin d'injecter 300 000 euros d'impôts. Ce n'est pas 300 000 euros dans l'immobilier, j'ai besoin d'injecter 300 000 euros dans la création de mon profil emprunteur. Donc, la création du profil bancaire adéquate qui correspond, comme le dirait Fouad, au cartel bancaire. Mais ensuite, je n'ai plus besoin. Je peux même me réexpatrier ou je fais un switch stratégique. Et c'est là que la holding rentre en compte, pas au début. Donc, en réalité, il faut diviser la charge fiscale sur la durée du prêt, sur la durée du projet. 300 000 euros, on va la diviser par 20 ans. Ça fait 15 000 euros par an sur 20 ans pour avoir à la fin 3,5 millions d'euros. Hors appréciation du bien. Donc, on part même pas, on part sur une moyenne.
on part même pas sur des chiffres, on part même pas sur une appréciation du capital, on part du principe que les biens qu'on va acheter vont valoir la même valeur dans 20 ans. Et effectivement, dans 20 ans, il y aura bien 3,5 millions, tous les crédits seront remboursés, on aura bien un actif net de 3,5 millions, même si l'immobilier n'a pas bougé et que ça a été au même prix. Cela rend la chose à la fois plus agréable, mais surtout plus supportable dans une vision, où on se dit, je fais un effort de 3 ans pour ensuite profiter pendant 17 ans. En sachant que la dette, elle est figée, notamment en France, vous n'avez pas des prêts à taux variables, elle est figée. Donc, les personnes qui ont investi avant l'inflation, ils se sont protégés de l'inflation. Certains vont me dire, oui, mais la bourse, c'est mieux. Je t'ai fait un petit calcul que tu as trouvé sur un rendement composé sans friction fiscale, c'est-à-dire étant expatrié dans un pays à 0% d'imposition, où on va partir du principe que tu vas mettre 15 000 euros à 10% de rendement et que l'année suivante, tu réinjectes 15 000 euros. Donc, grosso modo, tu injectes 15 000 euros sur 20 ans et tu as un rendement de 10% linéaire sur toute l'année. Pour donner un ordre d'idée, sur 20 ans, si tu fais le calcul, tu arrives au bout de 20 ans avec 945 000 euros. On ne prend pas en compte l'inflation parce que tu pars avec des montants ronds. Si on fait du rendement à 15%, on arrive à 1,7 million pendant 20 ans. C'est-à-dire aucune erreur pendant 20 ans, de la régularité. Pour vous donner un ordre d'idée, quand Madoff promettait 12%, on lui disait déjà que c'était une arnaque parce que ce n'était pas possible sur une durée aussi longue. Par contre, si on part sur du rendement de 20%, on arrive à 3,3 millions. Voilà. Donc, d'un côté, vous avez l'investissement immobilier, ce que vous pouvez faire avec 300 000 euros investis dans les impôts et ce que ça va vous donner. De l'autre côté, vous avez exactement la même chose avec les intérêts composés qui sont tant vendus sur Internet. 3,3 millions. Donc, sans prendre en compte l'inflation, parce que si tu fais 10% en bourse et que l'inflation elle est 10%, en réalité, tu n'as pas fait grand-chose. À résultat équivalent, il faudrait faire du 20% par an sur 20 ans sans une seule perte, sans la moindre friction fiscale, c'est-à-dire sans le moindre impôt, en partant sur la même base. En gros, c'est être le nouveau Warren Buffett. Mais à ce rythme-là, si je suis capable de faire du 20% par an, je te le dis de suite, je vais postuler chez Goldman Sachs et ils vont me faire un putain de salaire. Je bosse pendant 3 ans, je prends mes millions et mon bonus et hasta la vista, baby. On rajoute tous les années 15 000 balles. Hein. Donc, les 15 000 que tu injectes dans les impôts, on considère, la première année, si tu as fait 10%, tu fais 15 000 plus 10%, ça fait 16 500. Deuxième année, tu fais 16 500 plus 15 000 plus 10% et intérêt composé. Donc, d'un côté, d'un point de vue immobilier, c'est faisable relativement aisément. Mais ce n'est pas facile pour autant. Il faut faire la distinction entre aisément et facilement. Pour donner un ordre d'idée également, si le parc immobilier a une évolution de prix de 1,5% par an, ce qui n'est pas Las Vegas non plus, tu te retrouves à la 20e année avec un parc à 4,5 millions d'euros et ton rendement suit la valeur du parc. Donc, ça a une importance de pouvoir comparer le levier bancaire ou levier fiscal, ce que vous pouvez faire soit en économisant des impôts, soit en vous constituant des actifs. Également, comme l'épisode du podcast, je vais te recommander quelques contenus additionnels que tu peux voir en plus de cette vidéo. J'avais fait le comparatif fiscal et création d'actifs. Expatriation Dubaï, est-ce le meilleur choix pour s'enrichir? Je ne parle pas pour avoir le meilleur train de vie. Je parle pour s'enrichir et donc créer des actifs. Dans cette vidéo, je fais vraiment un comparatif entre l'impôt économisé à Dubaï, qui va être la meilleure juridiction du monde, on ne peut pas faire moins difficilement pour baisser son imposition, et le fait de rester en France et comptabiliser l'amortissement uniquement du financement dans le comparatif. Je t'invite à regarder cette vidéo du fait que ce sont les deux cas les plus extrêmes. D'un côté, on a le pays le plus taxé qui est la France, c'est pas difficile, hein, on est champion du monde, et de l'autre côté, on a sans doute le pays le moins taxé, et tu verras le résultat à la fin. Et également, puisque j'avais eu des questions sur cette vidéo et des commentaires, j'avais fait une vidéo complémentaire, alors qu'il faudrait peut-être remixer un peu avec la hausse des taux d'intérêt, mais pas des masses. Investir dans l'immobilier en 2023, 3 millions avec 5 000 euros de salaire. Dans cette vidéo, je te partage quelques techniques d'initiés pour maximiser tes emprunts, des techniques que nous développons dans Patrimoine Exponentiel beaucoup plus en détail.
Tous les liens se trouvent en haut à droite pour les vidéos. N'hésite pas à les regarder, mais tu peux regarder ces 2 vidéos en plus de cette vidéo. Il n'est de si bonne compagnie qui ne se quitte, donc il va être temps pour moi de conclure. Le levier bancaire, on retient une chose, c'est que c'est un multiplicateur. C'est-à-dire que si tu as 10, tu vas pouvoir faire 70, 80, 90 et donc te créer des actifs. Le levier fiscal, c'est un pourcentage en plus sur tes cash flows et sur ton revenu. C'est sûr que c'est plus sympa de mettre 300 000 balles dans une Lamborghini cabriolet que dans des impôts. Je te l'accorde, ça ne me fait pas plaisir, ça me met même un stress. Mais le fait de mettre 300 000 euros d'impôts et de le multiplier, c'est que tu vas pouvoir acheter une Lamborghini sans avoir à tapiner pendant 10 ans sur les réseaux. Car tu n'as pas favorisé le levier, car tu n'as favorisé que le levier fiscal au détriment du levier bancaire. Une personne est clairement visée, qu'on soit honnête et transparent, mais plus à titre d'illustration que de critique pure et simple. Lui-même disait que les échecs étaient plus formateurs que les réussites, ne fais pas la même erreur que lui, et le pire de ses échecs, c'est sans doute s'être expatrié trop tôt et d'avoir trop favorisé le levier fiscal. Ça, c'est sûr. Il a pas payé beaucoup d'impôts, mais par contre, il a que sa force de travail, il a que ses cash flows pour se payer sa Lamborghini en espérant pouvoir la rentabiliser en te vendant des programmes pour ne pas perdre d'argent sur les voitures. Si tu l'as identifié, ne le mets pas forcément dans les commentaires, ce n'est pas le but, mais c'est un déclic que j'essaie de te provoquer et c'est de mettre le focus sur ton enrichissement, sur ta création d'actifs. Le levier fiscal favorise tes cash flows, ton train de vie. Le levier bancaire favorise ton capital et donc ton enrichissement à long terme. Je te souhaite une excellente journée, une excellente soirée. N'hésite pas de laisser un like, de t'abonner à la chaîne et d'activer les notifications et de laisser un commentaire pour nous dire ce que tu en as pensé. Je te souhaite une bonne journée, bonne soirée. Ciao, ciao.